Acti, les malentendus du cœur et de la cède. Cela faisait 2 jours entiers que le jeune homme découvrait Paris. 2 jours de pérégrination, d'étonnement et de rencontres fortuites. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait appris durant ce court séjour, il fredonnait en souriant un refrain célèbre sur le petit vin blanc, avouant avec malice qu'il aimait particulièrement cette chanson. Dans un coin animé du café, une bouteille affichait 11 degrés d'alcool, une mesure idéale pour célébrer l'instant présent. Les verres se levèrent dans un tressaillement de verre et un joyeux toast à la santé de chacun. Même sans maîtriser la langue française, l'admiration pour la beauté d'une belle jeune femme d'origine suédoise dépassait toutes les barrières linguistiques. La conversation s'engagea rapidement, remplie de promesses de cours improvisés et de bons moments à partager. Soudain, une femme mûre et élégante fit son apparition. Son arrivée surprise laissa présager une personnalité pétillante et haut en couleur. Elle déclara avoir eu une envie pressante de revoir le jeune homme. Ce dernier, pris de court, tenta de lui expliquer gentiment qu'il se trouvait en pleine réunion familiale avec sa sœur. Tentant d'esquiver la situation délicate, il lui suggéra de revenir plus tard en compagnie de sa mère. Mais la situation s'emmêla davantage lorsque la belle Suédoise intervint avec fermeté. Selon les coutumes de son pays natal, il était inconcevable d'accepter qu'un homme frais avec une femme d'un certain âge lorsqu'il convoitait une jeune femme. La dame mûre, piquée au vif par ce refus catégorique fondé sur des traditions nordiques, s'indigna de cette discrimination liée à l'âge et exigea un peu de respect. Une fois la rivale éloignée, le jeune homme ne put s'empêcher de s'interroger sur l'attrait mystérieux qu'exerçaient parfois les femmes d'expérience, alors qu'une magnifique Suédoise se tenait juste là, au comptoir. Il s'approcha avec son plus beau sourire, proclamant son amour immense pour la Suède. Pour prouver son enthousiasme, il cita l'équipe de football de Vasa et mima des encouragements fervents. Il exprima aussi son goût prononcé pour les spécialités culinaires locales, mentionnant les fameux steaks de viande et les brioches traditionnelles. Cependant, la sœur de la jeune femme et sa mère, surnommée affectueusement Yaya, veillaient au grain. La sœur traduisit les propos de Yaya avec un brin de malice, prétendant que cette dernière trouvait le jeune homme aussi séduisant que l'acteur Brad Pitt et qu'elle souhaitait vivre une aventure passionnée avec lui. Les camarades du jeune homme le mirent aussitôt en garde avec humour. Ils lui rappelèrent que les Nordiques naviguaient autrefois sur des dracars, buvaient dans des récipients impressionnants et possédaient une poigne de fer. Mieux valait faire attention à son crâne avant qu'il ne soit utilisé comme coupe de fête. Au milieu de cette agitation, le jeune homme tenta de recentrer l'attention de la charmante Suédoise. Il lui proposa un rendez-vous pour la soirée, suggérant de boire un verre et de flâner près des monuments parisiens, prétendant même avec une joyeuse audace que le soldat inconnu était suédois. La jeune femme déclina la promenade mais lui proposa une alternative bien plus directe, venir directement chez elle. Ravi de cette invitation, le jeune homme s'empressa d'accepter, tout en demandant poliment à Yaya de lui laisser un peu d'espace. Acte 2, les salles de garde et les secrets d'hôpital. Pendant ce temps, dans le bureau d'un grand cabinet, un homme inquiet échangeait avec son avocat. Il se disait convaincu que son épouse le trompait et exigeait d'obtenir le divorce au plus vite. Pour preuve, il présentait un petit mot doux retrouvé dans le sac de sa femme, implorant de rester discret et affirmant des sentiments amoureux. L'avocat, pragmatique, lui demanda s'il possédait des photographies pour étayer ses accusations devant la justice. Devant l'absence de clichés, l'entretien fut brièvement interrompu par l'arrivée d'une collaboratrice venue déposer un dossier urgent. Le directeur lui demanda de lire attentivement le document en espérant une compréhension rapide, puis lui demanda gentiment de sortir après avoir fermé la porte avec précaution. Dans les couloirs de l'hôpital voisin, le travail suivait son cours. L'infirmier aimé recroisa Clara et décida de lui poser une question intime, persuadé qu'elle avait déjà été confrontée à ce genre de dilemme sentimental. Il souhaitait savoir comment un homme pouvait rompre élégamment avec une femme plus âgée. Clara lui répondit avec simplicité qu'il fallait agir exactement comme avec n'importe quelle autre personne. Aimé raconta alors l'origine de son embarras. Le jour précédent, en sortant de l'hôpital, il avait raccompagné une dame âgée qui cherchait un taxi, échangeant ce service contre une marque d'affection. Une sorte de troc improvisé. C'est à cet instant précis que la dame en question, prénommée Aimée, fit son apparition. Elle s'avérait être l'épouse du directeur de l'établissement.
Aimé demanda à ce qu'Aimé s'occupe d'elle sans attendre, prétextant une douleur au poignet, mais manifestant surtout un désir ardent. Aimé paniqua en découvrant l'identité de son mari, réalisant le risque immense pour sa carrière d'infirmier s'il se faisait prendre. Il tenta de rompre sur le champ pour préserver son avenir professionnel. Aimé accepta la rupture avec une résignation inquiétante, lui recommandant de prendre grand soin de sa personne. Devant l'étonnement d'Aimé, elle lui expliqua d'un ton mystérieux que chaque homme l'ayant quitté dans le passé avait été frappé par une poisse terrible. L'un d'eux avait été écrasé par un appareil ménager imposant, tandis qu'un autre avait été retrouvé pendu dans la morgue. Le point commun entre tous ces tragiques accidents résidait dans le fait que son époux avait découvert leur liaison juste avant les drames. Pendant ce temps, au bar de l'hôpital, Sabri s'affairait derrière le comptoir. Un client remuait tranquillement son café sans y avoir ajouté le moindre morceau de sucre. Sabri, toujours observateur et un brin loufoque, lui réclama la pièce de 2 € pour la boisson avant d'engager la conversation. Le client, qui n'était autre que le directeur trompé, cherchait un confident discret. Sabri lui assura qu'il savait garder les secrets les plus lourds. Le directeur lui confia alors que son épouse le trompait avec un employé de l'hôpital et qu'il cherchait désespérément des preuves formelles. Saisissant l'opportunité d'une mission d'agent secret improvisée, Sabri se proposa immédiatement pour mener l'enquête. Avec son exagération habituelle, il promit de régler l'affaire de manière radicale au moindre faux pas. Le directeur le tempéra rapidement, lui précisant qu'il désirait simplement des photographies compromettantes prises en toute discrétion. Pour sceller cet accord d'investigation, Sabri obtint une réduction de 50% sur toutes les consommations du bar, garantissant à son interlocuteur qu'il serait rapidement fixé sur sa situation conjugale. Acte 3, meuble en kit et mission camouflage. De son côté, Jamel retrouva sa compagne pour lui offrir un présent. Il lui tendit une magnifique fleur blanche au cœur jaune, expliquant avec humour que la tradition française exigeait de la placer immédiatement dans un vase. Il lui offrit ensuite un autre présent mystérieux en affirmant que la coutume locale imposait de l'installer sans attendre. La jeune femme apprécia ces attentions charmantes, mais rappela gentiment qu'il convenait de procéder avec douceur. Selon la tradition suédoise qu'elle tenait à respecter, il fallait suivre un ordre précis. Elle proposa au jeune homme de procéder à une toilette rapide sous la douche avant toute chose. Le jeune homme, un peu confus par ces consignes mais désireux de bien faire, se dirigea vers la pièce adjacente où se trouvait le lit en kit qu'il fallait assembler. Le montage du meuble s'avéra être une véritable épreuve de logique. Les instructions de la notice semblaient incompréhensibles: emboîter l'élément numéro 1 dans le numéro 2, faire pivoter la pièce numéro 3 vers la numéro 4 sans déséquilibrer la première. Le jeune homme luttait avec les vis et les orifices du bois, tentant de garder son calme face à cette mécanique complexe. Voyant la difficulté de la tâche, il suggéra même en plaisantant de faire une pause directement sur le carton d'emballage. Pendant ce temps, Sabri menait son enquête avec un zèle catastrophique. Il retourna voir le directeur pour lui faire un rapport détaillé sur ses découvertes. Avec un enthousiasme débordant, Sabri raconta qu'il avait suivi l'épouse du directeur la veille après-midi au péril de sa vie. Pensant qu'elle se rendait chez son amant, il s'était introduit par la fenêtre en l'absence des occupants pour fouiller les lieux. Il exhiba alors de superbes photographies montrant des cadres de couple accrochés sur tous les murs de l'appartement, affirmant que le suspect était un individu obsessionnel. Il ajouta fièrement qu'il avait lacéré tous les vêtements trouvés dans les armoires pour punir le coupable. Le directeur, consterné, comprit immédiatement la méprise. Sabri s'était introduit dans le propre domicile du directeur. Exaspéré par tant d'incompétence, le directeur lui expliqua vivement que ces photographies représentaient leur propre foyer. Sabri, sans se démonter, affirma qu'il s'agissait d'une simple erreur de parcours et qu'il restait un grand professionnel prêt à reprendre les choses en main pour traquer les vrais coupables. De retour dans l'appartement suédois, le travail de montage touchait enfin à sa fin. Le meuble tenait debout malgré quelques erreurs d'assemblage corrigées au coup par coup. Alors que le jeune homme pensait pouvoir enfin profiter d'un moment paisible avec sa bien-aimée, un ami repassé par là, surnommé Rishi Cunningham par plaisanterie, apporta la touche finale au montage avant de saluer l'assemblée. La jeune femme rappela alors une autre tradition nordique: il convenait d'offrir sa gratitude à la personne ayant monté le meuble. Une série de quiproquos amicaux s'ensuivit, agrémentés de rires et de taquineries sur les coutumes des uns et des autres.
Acte 4, le sauna de la vérité et la réconciliation. Le surlendemain, le plan du directeur reprenait sa course. Aimé, contraint par sa hiérarchie de passer du temps avec la femme du directeur sous peine de sanctions professionnelles, se retrouva au sauna en compagnie d'Aimé. La chaleur étouffante de la pièce n'arrangeait rien à sa nervosité. Soudain, un individu étrangement vêtu fit son apparition dans le sauna. L'homme portait un costume sombre et un chapeau, tenant un appareil photo à la main, totalement hors sujet avec le cadre ambiant. Aimé s'étonna de la présence de ce personnage qu'elle prit pour un membre important de l'établissement. Aimé reconnut immédiatement Sabri, drapé dans un rôle d'inspecteur privé improvisé, tentant de prendre des clichés sous tous les angles. Une discussion mouvementée s'engagea dans la vapeur du sauna. Sabri expliqua en toute franchise qu'il avait été engagé pour réaliser des clichés de vie commune, au sauna comme ailleurs, afin d'alimenter un dossier de divorce. Il révéla sans détour que le directeur souhaitait se séparer d'Aimé pour refaire sa vie avec Clara. Loin de s'effrayer de cette révélation, Aimé examina les photographies instantanées prises par Sabri. À sa grande surprise, elle les trouva particulièrement réussies et complimenta le talent du photographe amateur. Quelques instants plus tard, l'ensemble des protagonistes se retrouva dans une pièce de l'hôpital pour tirer cette affaire au clair. Clara, Aimé, le directeur et Sabri étaient tous réunis. Les vérités éclatèrent au grand jour dans un climat étonnamment détendu et chaleureux. Les photographies prises par Sabri circulèrent de main en main. Tout le monde s'accorda à dire que les clichés étaient splendides et mettaient chacun en valeur. Voyant que les sentiments s'étaient déplacés naturellement et que les rancœurs s'étaient envolées, le directeur et Aimé réalisèrent qu'une séparation à l'amiable était la meilleure des solutions. Aimé présenta ses nouveaux proches avec enthousiasme, évoquant même la préparation de futures unions joyeuses. Sabri, ravi d'avoir involontairement arrangé la situation de tout le monde, proposa ses services de photographe officiel pour les célébrations à venir. De son côté, Jamel retrouva ses amis nordiques pour conclure son aventure parisienne. La jeune femme suédoise lui expliqua une ultime tradition familiale avant toute présentation officielle. Le fiancé devait d'abord passer un moment d'échange et de convivialité avec la plus jeune sœur du clan, surnommée Petit Nuage, tandis qu'elle-même irait se promener en forêt avec la sœur aînée, surnommée Grosse Biche. Jamel, s'attendant à une épreuve effrayante, découvrit avec soulagement que Petit Nuage était une charmante jeune fille passionnée par les jeux de réflexion. Assis tranquillement l'un en face de l'autre, ils commencèrent à résoudre un cube coloré à 6 faces, concluant cette série d'aventures parisiennes dans la joie, le rire et une parfaite harmonie retrouvée.